Olivier Assayas. Bonsoir, ravi de l'accueillir, ravi de t'accueillir, ravi de vous accueillir à cette séance, à cette première séance de la carte blanche d'Olivier Assayas, qu'on appelle le Parlons Cinéma avec, là ça sera avec lui. C'est une carte blanche en 3 séances. Cette fois-ci, donc, le film de Bresson, la semaine prochaine, Guy Debord, et la semaine d'après, un film de Bo Widerberg que je vous recommande. Voilà, 3 films, et puis ces 3 films vont, donc ce jeudi, puis les 2 jeudis qui suivent, ils vont s'entrelacer avec le début, à partir de la semaine prochaine, de la rétrospective des films d'Olivier Assayas à la Cinémathèque. Puisque, donc, vous le savez, lundi prochain, on fera l'avant-première de son dernier film en date, Hors du temps, et puis le film sortira 2 jours après en salle, donc le mercredi 19, et puis nous, ça sera le coup d'envoi de la rétrospective intégrale des films d'Olivier, et il sera évidemment présent à certaines des séances, il y aura des dialogues, et j'insiste, où je vous signale en particulier une séance le dimanche 23 juin, où j'aurai le plaisir, avec Jean-Michel Frodon, de m'entretenir avec Olivier Assayas, dans une forme qu'on pratique peu ici, mais à laquelle je crois dans certains cas, c'est-à-dire qu'on a choisi ensemble des extraits des films d'Olivier Assayas, et on en discutera avec lui ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de film, mais il y aura 4 extraits choisis, et on parlera de mise en scène autant qu'il est possible. Voilà. Et ça ne s'appellera pas une masterclass, non, je n'étais pas à l'aise avec master. Voilà, c'est ni masterclass, ni leçon de cinéma. Entre nous, ce serait appelé comme ça, mais comme ce terme est vraiment impossible, on l'a appelé dialogue ou conversation, enfin vous verrez, un terme beaucoup plus friendly. Voilà. Tout de suite, donc, je vais laisser Olivier, évidemment, dire quelques mots du film de ce soir, Le Diable, probablement. Je vous redis juste, évidemment, la règle du jeu, vous la connaissez, ou je vous l'apprends. Le principe de ces séances, c'est qu'on voit un film ensemble, on le découvre, on le redécouvre, et puis surtout, après la projection, j'en parle avec Olivier Assayas, puis ensuite avec vous, on vous donne la parole, et sur un mode tout à fait de ciné-club, on échange autour de ce si beau film qui doit être le 12e long métrage de Robert Bresson, qui sort en juin 1977. Et Bresson, au moment où il réalise ce film, je ne sais pas comment dire, ce film avec des jeunes, ce film de jeunesse, il a plus de 75 ans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Et si Olivier, tu veux ajouter quelque chose? Disons que je pourrais ajouter beaucoup de choses, mais enfin mieux vaut que je le fasse après la projection. J'ai eu l'impression, enfin évidemment en choisissant Le Diable probablement, de choisir un film avec lequel j'ai une histoire. Enfin, d'une certaine façon, où il y a quelque chose qui a à voir avec ce qui m'a amené au cinéma, ou ce qui a déterminé mon propre cinéma, qui se joue. Et qui se joue de façon, j'ai envie de dire, un peu mystérieuse, ce qui à mon avis, de ce point de vue-là, ça donne un sens à une discussion. J'ai l'impression que c'est un film qui m'a hanté, comme un fantôme vous hante, vous poursuit, et j'ai eu l'impression d'avoir, non pas redéfini, mais reconstruit mon rapport, mon admiration à ce film, époque après époque, période après époque. C'est un peu comme dans la musique, où il y a des choses que vous écoutez adolescent et qui vous accompagnent toute votre vie. Moi, dans mon cas, au cinéma, certainement l'œuvre de Bresson dans son intégralité, mais peut-être de façon plus troublante, ce film-là spécifiquement, le Diable probablement, pour ceux qui l'ont lu, qui ne sont pas forcément nombreux, j'ai écrit dessus, j'ai écrit un texte où je pose ces questions-là et j'ai l'impression de ne pas complètement les résoudre. Je ne pense pas que on les résoudra ce soir, mais au moins on pourra en discuter. Voilà, je vous remercie d'être là, nombreux, ça me fait extrêmement plaisir au fond que l'œuvre de Robert Bresson attire le public, en particulier aujourd'hui, en particulier ce film-là. Mais merci d'être là. Peut-être oui.
peut-être juste dire que le texte auquel Olivier, son texte auquel il fait allusion est apparu dans Présence, qui est le recueil de ses écrits de cinéma, et on reviendra évidemment sur ce texte lors de la discussion. Et peut-être juste avant de commencer, qui voit Le Diable probablement pour la première fois? D'accord. Allez, en route. Bonne projection. À tout à l'heure. Bien. Voilà, pas facile. Hein. Pas facile de, je dirais pas facile de savoir par où on pourrait commencer, peut-être par ce. Moi, je pourrais commencer par, au fond, comment j'ai découvert ce film. Et ce qui est, enfin, comment dire, et ce qui au fond m'a constamment troublé avec ce film, au-delà de l'admiration que je lui porte. Je l'ai vu, je pense que c'est le premier film de Robert Bresson que j'ai vu en salle. Je ne l'ai pas vu dans une rétrospective, je l'ai vu le jour où c'est sorti. Donc j'ai un souvenir extrêmement précis des lieux. C'était une des salles du quartier de la Huchette, où il n'y a plus de cinéma à ma connaissance. Autrefois il y en avait une bonne dizaine. Et d'abord, la première chose qui m'a marqué, et qui est extérieure au film, et qui est comme une image ajoutée au film, j'avais été voir le film avec mon ami Laurent Perrin, dont j'étais très proche, qui a réalisé quelques films, j'en ai écrit certains. On fait la queue pour rentrer. Et donc, il y a les gens de la séance précédente, on attend qu'ils soient sortis pour pouvoir faire entrer les gens qui ont pris leur billet. Et donc, il y avait plusieurs, c'était un multiplex, enfin, il y avait deux, trois salles. Et donc, la tenancière du cinéma appelle en disant voilà pour le diable. Alors donc les gens s'avancent, etc. Et je tombe à ce moment-là sur un ami de mon père, un metteur en scène de théâtre, et qui me regarde et qui me dit alors on appelle pour le diable et tu y vas. Je trouve ça drôle, je trouve ça bien vu. J'ai vu le film, et donc on parle de 1977, j'ai 22 ans, j'ai rien compris. J'ai rien compris, j'ai pas compris, j'ai pas aimé, j'ai ricané. Je trouvais que ça sonnait faux, c'était inexact sur la jeunesse, c'était inexact sur la politique, c'était inexact sur tout. Et je suis resté avec cette idée que Bresson, au fond, à 75 ans, avait peu de légitimité à représenter la jeunesse de cette époque-là, qui était celle à laquelle je m'identifiais, l'ancien pilote. Quelques années plus tard, j'ai revu le film et j'ai été ébloui, halluciné. Enfin, j'ai trouvé que le film avait une ampleur, une profondeur, une gravité qui m'avait parfaitement échappé la première fois. Et donc, évidemment, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui m'avait échappé, qu'est-ce qu'il y avait dans ce film que j'étais incapable de voir une première fois, et que par la suite, moi-même étant transformé, étant devenu un autre avec le temps, que j'ai identifié comme quelque chose d'infiniment proche et
d'infiniment pertinent. J'ai envie de dire qu'il y a une première idée qui est une banalité, mais néanmoins il ne faut pas la négliger, c'est que c'est l'année, c'est 77. 1977, pour moi, pour d'autres, c'est 76, 77, c'est les années du punk rock. C'est la fin, j'ai envie de dire, on est à un moment de décomposition du gauchisme politique, dont évidemment, comme tous les gens de ma génération, j'ai été partie prenante, à ma manière, mais enfin de façon néanmoins très déterminante. Mais il y avait le sentiment que tout ça était raté, avait échoué, et que advenait le punk rock avec sa violence nihiliste, qui tout d'un coup propulsait une ère nouvelle, revitalisait une rébellion, revitalisait une révolte qui s'était dissoute dans le déclin du gauchisme. Et donc moi, évidemment, je m'identifiais de façon très nette avec ce que vous avez, les Sex Pistols, les Clash, ce que vous voudrez. Ça semble dérisoire vu de loin, mais néanmoins, à l'époque, c'était extrêmement nouveau et d'une radicalité absolue. C'était un moment de radicalité qui a fait trembler pas seulement l'industrie du disque. Il y avait tout à coup cette idée qu'au fond, les idées révolutionnaires, les idées de la rébellion étaient reformulées d'une façon puissante. Et donc, je ne retrouvais pas ça chez Bresson. Pour moi, le film de Bresson, encore une fois à 22 ans, me semblait appartenir à la rébellion, certes, mais à une rébellion passée. On était dans un chapitre, on était passé dans un nouveau chapitre. Quelle naïveté, quelle bêtise de penser ça, mais non, c'est ce que j'ai pensé. Avec le recul du temps, je crois que ce qui m'a absolument foudroyé, c'est d'abord plusieurs choses. Le personnage principal, Charles. Interprété par Antoine Monnier, petit-fils de Henri Matisse. Au fond, il y a une... Enfin, je ne comprends pas que la première fois que j'ai vu le film, je n'ai pas compris que ce personnage me ressemblait. Enfin, j'étais différent à l'époque, j'avais les cheveux très longs, je m'habillais comme lui, je fonctionnais plus ou moins de la même façon. Donc, au fond, et je dirais même à un moment donné, il y a des personnages qui se baladent avec des livres d'école attachés avec une courroie, et il y a mon livre de maths de l'époque. Je ne comprends pas comment je n'ai pas vu l'identification qui s'imposait, enfin. C'est-à-dire que il n'y a pas de... En fait, je pourrais aller chercher aussi bien dans mes propres films. Je pense que dans mes propres films, même ceux où d'une façon semi-autobiographique j'ai cherché à me représenter, je ne me suis jamais représenté avec la justesse intime avec laquelle Robert Bresson, qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas ou connaît mal ma génération, m'a représenté. Et je pense que j'ai mal vu ce film, mal compris ce film, parce qu'il était trop proche. Il était trop près, il racontait des choses qui étaient trop violentes et trop douloureuses pour pouvoir être acceptables par moi à cet âge-là, et j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, j'ai ricané. J'ai ricané sans doute à des moments où j'ai ricané aussi maintenant, comme parfois il y a des scènes qui font rire, comme la scène avec le grand docteur Mime, qui sont faites, où évidemment que Bresson est conscient de l'ironie avec laquelle il
il la traite, et il y a une profondeur dans cette ironie. Elle raconte quelque chose sur la façon dont il n'y a pas de salut dans la psychanalyse, de ce point de vue. Parce que, mais chaque fois que je revois le film, et la première fois où je l'ai revu, j'ai surtout été marqué par d'abord la pertinence radicale, politique de ce film. Je veux dire tout ce qui aujourd'hui nous parle, nous concerne, quant à l'avenir de la planète, du monde, etc., est formulé de façon précise, impeccable, au millimètre près. Personne n'est arrivé, n'a su intégrer dans la fiction d'une façon aussi juste, aussi méthodique et aussi implacable le trouble du monde dans lequel nous vivons. Et il énumère les horreurs de la pollution, en n'en oubliant aucune, en mettant chacune à sa place et avec la violence qui convient. Et il fait une sorte de déclinaison de quelles pourraient être les solutions possibles. Et face à l'effet d'horreur, personne n'est à la hauteur, personne n'est capable, personne ne peut y répondre. Ni les politiques. Bon, il cite évidemment, là je proclame la destruction, c'est les possédés de Dostoïevski, mais enfin, qui parle, à travers lesquels il représente la fin ou l'échec du gauchisme qui à ce moment-là a fait basculer dans le terrorisme et avait perdu sa boussole. La religion qui n'a plus rien à dire, qui ne peut plus rien dire, qui au lieu de s'en tenir à ses valeurs, essaye de les réinventer, de les moderniser et se perd en le faisant. Au fond, le film raconte l'échec des différentes hypothèses qui conduit à une sorte de nihilisme supérieur qui fonctionne qui dialogue, qui fonctionne de façon dialectique avec l'argent. L'argent et le diable probablement, je sais pas exactement le même film, enfin c'est presque le même film, raconté d'un autre point de vue. L'argent, c'est le film qu'il fait. C'est le film suivant, de Bresson qui fait 5 ans plus tard, en 83. Et lui, celui-là, je ne le loupe pas. Enfin, je ne me gourre pas. Je comprends tout de suite qu'il s'agit d'une œuvre absolument majeure. Mais oui, ces deux films fonctionnent ensemble. Donc voilà, il me semble que c'est la façon dont, dans un premier temps, enfin la raison pour laquelle j'ai eu envie de parler de ce film et d'intégrer ce film à cette série, c'est du fait de ce rapport que ce malentendu profond et résolu à produire. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde en fait l'expérience en voyant ce film depuis 1977. J'imagine chaque fois qu'il est projeté, et aujourd'hui, en 2024, de la même manière. Ce qui est frappant, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire le film a quelque chose d'implacable dans sa présentation des horreurs du monde, mais en plus qu'il présente ces horreurs avec une précision de voyant, à la fois d'actualité et de voyant, puisque ce qu'il décrit est contemporain du film, mais en même temps, c'était pas autant qu'aujourd'hui dans le discours commun, courant, partagé. Non, ça commençait à l'être. Ça commençait à l'être, mais c'est quelque chose que le film voit. Oui. Que le film voit et dont il fait, sujet et image. Et ce que je trouve aussi troublant dans le film, c'est qu'on a dit Bresson, homme d'un certain âge.
ceux qui n'aiment pas les films de Bresson disent d'une certaine manière qu'il applique une méthode qui fait système, et de film en film, il répète un même système sclérosé ou stérile. Et en même temps, là, c'est son 12e film, et pour la première fois de toute son œuvre, il a cette idée, ou cette audace, ou cette forme d'introduire dans son film des plans qui ne sont pas de lui. C'est-à-dire qu'il met des images d'actualité, hein, qu'évidemment il n'a pas réalisées, qu'il prend à la télévision et qu'il intègre, et là on peut y revenir aussi, d'une certaine manière à son montage, à son film, et donc il invente une manière qui est d'utiliser les images de l'actualité dans le cœur de sa fiction et dans son montage. Et ça, c'est quand même l'irruption d'images hétérogènes dans un film de Bresson. Ça, c'est aussi quelque chose qui provoque une sidération quand on voit ce qu'ils appellent la toilette du pétrolier, qu'on voit les images du bébé phoque, qu'on voit, enfin, toutes les images qu'on a vues ensemble. Peut-être, enfin, à l'exception, j'imagine, des arbres qu'on abat. Alors là, j'imagine que Bresson a dû se renseigner sur un moment de déforestation, pour pouvoir être là et assister à ce moment sur lequel aussi on peut revenir. Mais je trouve stupéfiant l'audace d'intégrer des images qui ne sont pas de lui dans son propos. Oui, enfin, on dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il introduit également une thématique politique qu'il traite, ça n'est pas une toile de fond, c'est le sujet même du film, c'est au cœur du film, et donc ces images qui sont les images d'actualité, ces images d'actualité sont le noyau incandescent du film, et d'une certaine façon, et ce sont elles qui produisent le désespoir qui va conduire le personnage principal au suicide. Mais je pense que Bresson, à 75 ans, encore une fois, comprend parfaitement la jeunesse. Encore une fois, quand moi, jeune homme de l'âge des protagonistes du film, ne comprend pas, ne veut pas voir, c'est parce que c'est trop proche. Il met le doigt, là où ça fait mal, là où il est, de la façon, et je crois qu'encore une fois, c'est justement, il y a une sorte d'effet de sidération à entendre ou à comprendre ou à voir à travers l'art des choses qu'on a imaginées et qu'on a imaginées mais qu'on n'osait pas formuler, ou dont on avait l'impression qu'on était les seuls à les percevoir sous cette forme-là. Je dis ça, enfin, comme quelquefois quand on lit un livre, on tombe sur une phrase, on dit ah mais oui, mais je l'aurais pas dit comme ça, mais je l'ai pensé tellement fort. Et au fond, pour moi, il y a, pour moi et pour ma génération, je crois, dans Le Diable probablement est un film de cet ordre-là. C'est un film qui est, mais en fait, c'était évident, il fallait le dire, il fallait que quelqu'un le dise, et il s'est trouvé que c'est Robert Bresson qui l'a fait, qui l'a saisi, alors qu'il y a eu la période gauchiste, post-gauchiste, etc. Elle a produit beaucoup de cinéma passionnant, d'œuvres importantes, essentielles, etc. Mais aussi épuré, aussi dépouillé, aussi juste, aussi chirurgical sur ces questions-là. Parce que c'est pas qu'on ne parlait pas d'écologie, l'écologie politique c'est ancien. Je veux dire, si je ne me trompe pas, la candidature de René Dumont au 74, donc c'est ça, hein, 74. Et donc c'est quelques années avant. Ça commençait à exister. Il y avait Fournier dans Charlie Hebdo qui parlait de façon très juste, très tôt, et de façon essentielle, très importante de l'écologie. Donc mais ça venait pas du cœur du gauchisme, ça venait pas, et c'était très marginal encore à l'époque, et effectivement il y a quelque chose de très fort à la manière dont Bresson met cette question-là, tout de suite comprend tout de suite que la question essentielle est là et que c'est vital.
Et on n'en est pas sorti, hein. On est toujours exactement au même endroit. Oui, mais ils le disent eux-mêmes entre eux lorsqu'ils commentent les images d'horreur qu'ils regardent et presque on a l'impression qu'ils travaillent à écrire le commentaire des images. Ils le disent, on leur donnerait de l'argent ou on leur demanderait d'arrêter, jamais ils ne le feraient. Oui. Donc effectivement, non seulement il a conscience du processus, mais que le système est tel qu'il est fait pour perdurer dans cette pulsion de mort, quoi. Enfin, Qui est le sujet du film. Qui est le sujet du film, la pulsion de mort, absolument. Le seul film dont on pourrait se dire que sur cette question de l'écologie, en quelque sorte, il est antérieur, mais encore faudrait-il savoir si c'était exactement son sujet. On pense que ça serait Le désert rouge d'Antonioni, qui lui aussi aura représenté, alors d'une autre manière, la question presque de la destruction du monde, la fin des oiseaux, enfin, voilà. Et l'autre film, alors curieusement auquel j'ai pensé, mais peut-être ça nous ramènera à l'impuissance de ce que vous décriviez comme l'impuissance du discours, ou l'impuissance de tous les discours, ou de toutes les paroles, c'est le film de Rossellini, Europe 51. C'est-à-dire que dans Europe 50, je veux le dire vite, le personnage d'Ingrid Bergman va aussi à la rencontre, en Europe, j'allais dire en 1951, de différents corps constitués, ou partis communistes, celle de l'Église, celle de la psychiatrie. Et elle, au lieu de se suicider, on la déclare folle ou sainte, mais c'est comme un poisson pilote qui comme ça, nous donne à voir un certain état du monde en une année précise. Et là, ça pourrait être, voilà, France 1977. Oui, c'est parfaitement juste. Je ne vais pas analyser comme ça, mais je pense que c'est parfaitement exact. Mais d'une certaine façon, quand on parle de Rossellini, on parle aussi d'un cinéaste qui est concerné par cette question de la circulation entre le réel, entre le monde réel, le monde réel plutôt que le politique d'ailleurs, et la fiction. Donc son œuvre entière est construite là-dessus d'une manière ou d'une autre. Donc on est moins surpris que chez Bresson, qui parce que encore une fois, tout à l'heure, je parlais de punk rock, mais les deux derniers films de Bresson, sur le côté No Future, ils se placent bien là. Il y a quelque chose dans Le Diable probablement et dans L'Argent, qui sont ces deux derniers films, qui est une sorte de cri d'alarme, enfin je sais pas, ce sont des films d'une radicalité politique, d'une audace et d'un désespoir qu'on n'attendrait pas chez quelqu'un y compris Bresson, y compris quelqu'un qui a construit l'œuvre admirable qu'il a construit. Il y a dans ces deux derniers films quelque chose où, à mon sens, il transcende sa propre œuvre. Il n'y a pas de film de Bresson que je n'admire pas. Il a toujours été en prise avec son présent, etc. Mais Le Diable probablement et L'Argent, sur le monde moderne, sur l'émergence, sur l'apparition du monde contemporain, sont les œuvres les plus violentes. Et moi, les œuvres auxquelles je comparerais, encore une fois, les œuvres tardives de Bresson, ce sont celles de très grands cinéastes qui ont été conscients de la transformation profonde du monde aux alentours des années 70, au moment de l'industrialisation, de la mécanisation et encore une fois de la destruction de l'ancien monde. Et ces cinéastes, ce sont, j'ai envie de dire, Antonioni le premier, enfin l'un des premiers, c'est-à-dire qu'on voit à la fois un mélange de fascination pour la modernité, l'architecture moderne, l'art moderne, etc. Et en même temps de terreur devant ça, qui est la même que celle de Jacques Tati
Jacques Tati, qui aussi est quelqu'un qui est un homme marqué qui est un humaniste, au fond, marqué par des valeurs du passé, et qui simultanément est effrayé par la transformation du monde et l'évolution du monde, mais est fasciné esthétiquement par ce que produit ce monde, en particulier dans Playtime, enfin dans mon oncle aussi. Et je crois qu'on voit ça aussi d'une certaine manière chez Ozu. Ozu, il y a le passé, et il y a dans ses derniers films en couleur une fascination pour la modernité. Et même s'il comprend très bien, comme Antonioni ou comme Tati, que cette question de la modernité est aussi la question de l'aliénation. Mais aucun n'est allé aussi loin avec une violence comparable que Robert Bresson. Parce que chez Bresson, il n'y a aucune fascination pour la modernité. Il reste dans un monde qui est le Paris, qui est une sorte de Paris éternel. Je crois que peu de cinéastes ont aussi bien filmé Paris, et c'est très frappant dans Le Diable probablement, mais c'est le Paris, j'ai envie de dire, éternel. Bresson ne veut pas voir la modernisation, qui était pourtant présente en 77. Et en même temps, il la voit, parce qu'il y a un détail que j'adore, c'est au début, quand on voit la une des journaux. Il y a l'ordinateur pour tous. L'ordinateur pour tous. Parce qu'évidemment, cette page, elle est composée par Bresson. Tout ce qu'il y a dans cette page est voulu par lui. C'est absolument pas... il n'a pas juste collé l'image de son personnage sur une existante, donc il l'a vraiment composée. Et là, tout d'un coup, en 77, on voit l'indication de, je ne sais plus, d'un congrès pour l'informatique. Donc, le monde de demain qui est déjà le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un titre qui annonce le suicide, et en dessous, il y a l'ordinateur pour tous. Voilà. Donc ça, c'est assez parlant. Ça, c'est quand même génial, quoi. Enfin, voilà. Mais donc, sur oui, je voulais en revenir à ça, sur la question, parce que vous l'avez évoqué, sur la question des discours. Donc, le personnage, en quelque sorte, va écouter différents discours, que ce soit celui de l'Église, ou celui des gauchistes, ou celui des écologiques, ou des écologistes, ou le discours du psychanalyste. Et d'une certaine manière, il les réfute tous, mais c'est comme si... Il adhère au discours, il adhère très ouvertement au discours écologiste. Oui. Il y a une sorte de petite cellule écologiste. Oui, mais il n'y est pas, là. Au moment où on voit les images, là, il n'y est pas. Alors, il est mis devant le fait accompli au moment des arbres. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, vraiment, il se bouche les oreilles, il y a quelque chose... Et la séquence des arbres est stupéfiante aussi, parce que... et ça, on va en revenir à la question de la parole. C'est-à-dire que les arbres, ils tombent tout seuls. On entend, bien sûr, entend les tronçonneuses, mais on voit aucun tronçonneur, si je puis dire. On a l'impression que tout d'un coup, les arbres cèdent ou se couchent. Enfin, les chênes, ça c'est absolument incroyable, ils tombent tout seuls, quoi. Oui, ça c'est la citation de Debord célèbre, sur le spectacle, c'est le mouvement autonome du non-vivant. Voilà. J'aurais pas mieux dit, mais ça arrive à tous les coups avec Debord, pas mieux. Pas mieux, mais toujours est-il que sur la dévalorisation ou la dévaluation du langage ou des mots, du discours, et la montée en puissance, peut-être pour dire ça, des sons et des bruits dans le film, que ce soit les arbres qui tombent, que ce soit le fameux aspirateur, que ce soit la monnaie du tronc d'église qui tombe. Enfin, il y a quand même, le film est une partition sonore absolument incroyable, où je ne sais pas si ça remplace la parole, mais en quelque sorte, il n'y a que ça qu'on entend vraiment, quoi. Il n'y a que ça qu'on entend vraiment, absolument, et il y a une autre chose qui est présente de façon extrêmement forte et prémonitoire, c'est la drogue. C'est quelque chose qui était... Parce que aussi, il comprend tout de suite que l'évasion, la seule possibilité d'évasion, c'est à travers la drogue. C'est-à-dire que donc c'est à travers ses camarades qui choisissent ce chemin-là pour ne pas faire face au réel. Lui choisit
lui choisit le suicide, mais son ami, lui, choisit la drogue pour échapper au même péril. Mais l'après de la drogue était comment dire, si, elle était très présente. J'allais dire qu'elle était moins présente, mais enfin non. Si, oui, elle est présente, y compris dans le cinéma français, le Garel, Guy Gilles, il y a déjà des représentations. Mais enfin, effectivement, ici, ça fait partie du tableau. Oui. Mais avec ce film, on se dit chaque fois, ah tiens, ça c'est dans un film de Bresson. On n'aurait jamais cru que ça serait dans un film de Bresson, parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le réel ou le contemporain a toujours été présent dans les films de Bresson, mais d'une manière, enfin jamais aussi frontalement, quoi. Jamais aussi frontalement. Et c'est comme si ça avait été retenu jusque-là, et là ça éclate, quoi. Là ça éclate littéralement. Peut-être on continue avec vous, si vous avez des questions, des remarques. Oui, là, ici, devant. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir un peu sur le côté, comme on dit, novateur de Bresson en 77. Je pense qu'il y a quand même un peu une erreur de perspective. Il se trouve que j'ai le même âge que vous, donc j'ai des souvenirs. La pollution, c'est un sujet déjà plutôt, effectivement, on a parlé de 74. Moi, je me souviens avoir vu toutes les images qu'on voit là, des versements d'ordures, etc., au Palais de la Découverte à partir des années 71 ou des choses comme ça. Et en 74, la pollution, c'est le sujet de l'année. Donc, Bresson voit son temps, mais c'est pas le fait d'avoir mis ces images, c'est pas le premier à avoir vu ces images. Elles sont déjà largement diffusées à l'époque. Non, mais bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est le premier grand cinéaste à mettre cette problématique-là au centre du débat. Mais oui. Même, enfin, je ne sais pas à quelle année ça correspond, les bébés phoques, etc. Enfin, disons que la thématique écologiste, dès le début des années 70, on l'a vu, ça, c'est des choses qui se sont imposées, et qui ont été formulées, dites, montrées. Alors, Jean Duchet disait que... Et c'est l'un des premiers à en faire un film. Alors, Jean Duchet disait que Les Oiseaux d'Hitchcock, 63, était le premier film écologiste. Donc, oui. Alors, bien sûr, ça peut se discuter, mais je veux dire... Bon, la première... Enfin, il n'a pas fait Les Oiseaux pour tenir un propos, comment dire, il n'a pas fait... Le regard sur la nature, le regard sur la nature était novateur, et de faire de ça un sujet, c'était aussi novateur. Alors, sous la forme du divertissement, là, c'est pas un divertissement, c'est sûr, mais il faut... Voilà. Bien sûr. Et Les Oiseaux n'est pas exactement un divertissement. Mais ce que je voulais dire, comme quand on dit, bien sûr que c'était dans l'air du temps que ces images-là étaient partagées, mais lui, il en fait un film, c'est-à-dire qu'il trame ces images à sa propre fiction, et c'est pas moi qui le dis, ça a été remarqué plusieurs fois. C'est-à-dire, par exemple, un point de montage, quand il y a l'image absolument insoutenable du bébé phoque qui se fait assommer, le plan qui raccorde avec cette image, c'est Albert qui prend ses valises et qui s'en va de chez ses parents. Et Bresson lui-même a dit qu'il avait voulu ce raccord. C'est-à-dire comme si elle réagissait elle-même, entre guillemets, aux images qu'on vient de voir, et que de là, elle se mettait en action et elle partait. Donc, c'est une élaboration, évidemment. Même si c'est partagé, mais il en fait ça. Bonjour, bonjour Monsieur Assayas, bonsoir à tous. Première fois que je vois un film de Bresson. Je ne saurais pas vraiment dire si j'ai aimé ou pas. Je trouve que c'est bien sûr très particulier. Je trouve par contre que le film est magnifique, en tout cas au niveau de la perspective, les lignes de fuite, chaque fois, c'est des images en mouvement et c'est absolument à tomber par terre. Donc ouais, c'est mon premier film de lui. Et vous avez aussi parlé de l'argent. Et après, il n'a plus rien fait. C'est ça la question aussi que je me suis posée. Est-ce que pour lui, Bresson, il avait déjà pensé en tête que c'était la fin en fait de son cinéma? Est-ce qu'il a vraiment conceptualisé que c'était juste peut-être la fin de lui dans la perspective du cinéma français qu'il allait venir à partir de fin des 70, début des 80? Disons que moi je me souviens du moment où il tournait l'argent.
c'est parce que j'ai une amie qui travaillait dessus. Je crois qu'il trichait, y compris sur son âge, par rapport aux assurances. C'est-à-dire qu'il avait au moment de l'argent, il a 83 ou 84. Et par ailleurs, il fait des films qui coûtent très cher. Je sais pas, disons que parce qu'il tourne, il produit. Il faisait beaucoup de prises. Oui, il utilisait plusieurs caméras et il faisait un montage parce que c'est aussi très monté pour un film lent. Je ne sais pas si c'est un peu plusieurs caméras, c'est possible, mais je ne suis pas certain. Mais c'est surtout beaucoup de prises. Mais surtout beaucoup de prises pour arriver à cette espèce d'épure absolue du langage. Hein. Donc à un moment donné, il n'y a aucun naturel dans le dialogue bressonien. Ouais, il est très écrit. C'est cette espèce de voix blanche, etc., d'une neutralité absolue. Et donc, il était obligé vraiment un peu de forcer ses acteurs pour en arriver là. Par contre, c'est très bien écrit. Mais surtout, c'est la texture des voix, c'est la nature des voix, où je crois qu'il avait besoin d'arriver à un stade où la parole n'était plus porteuse de sens, qu'elle traversait l'acteur, quoi, voilà. Qu'elle traversait l'acteur plutôt que dite par lui. Et donc, il y a quelque chose de transcendant qui cherche là, et qui souvent... Alors, c'est pas votre cas, mais souvent, quand on voit un film de Bresson pour la première fois, il y a cette espèce de trouble devant la façon dont il fait jouer ses acteurs. Parce qu'il y a cette espèce de radicalité dans la diction qui est spécifiquement bressonienne. Comment dire, l'œuvre de Bresson, elle a plusieurs périodes. Il y a plusieurs périodes, elle est de nature différente. Il y a des films qu'il a entièrement écrits, des films qu'il n'a pas écrits. Celui-là, il se trouve que c'est un film qu'il a entièrement écrit. Il n'y en a pas tant que ça, parce que par exemple, même L'Argent est adapté d'une nouvelle de Tolstoï, Le Faux Coupon. Et je pense que les films écrits par Bresson, il y a au minimum Pickpocket, au hasard Balthazar, et Le Diable probablement, je ne sais pas si Il y a peut-être un autre, mais en tout cas, oui, C'est vrai que c'est souvent plutôt des adaptations à la Bresson, mais en revanche, Balthazar, Pickpocket et celui-ci sont des scénarios, disons, originaux, même si on trouve des traces de Dostoïevski ici et là. Voilà. Oui. Oui, je voudrais revenir sur deux petites choses qui ont déjà été évoquées. La première, c'est l'actualité en 1977 des sujets. Effectivement, je me souviens aussi, je suis peut-être un peu plus jeune, mais la campagne électorale de 1974 avait été très marquée par les problèmes écologistes, et les années précédentes, on avait vu les images délibérément choquantes des phoques, des bébés phoques. Oui, et ça avait profondément remué l'opinion. Et ce qui me semble, c'est pour ça que je veux intervenir sur le sujet, ce qui me semble particulièrement novateur dans le film de Bresson, ce n'est pas justement ce discours-là qu'on connaissait, c'est la présentation plus qu'ironique des réponses qui étaient faites aux problèmes, et en particulier le cours de l'atomiste, le probable représentant du CEA, qui explique finalement exactement ce qui est le discours aujourd'hui. Et là, Bresson est visionnaire. est vraiment visionnaire. Parce que le discours qui est tenu, c'est de toute façon, nos ingénieurs trouveront des solutions. Oui, on ne sait pas, on embrouille. On ne sait pas. Et maintenant, c'est un discours qui est entièrement passé dans l'opinion. Les centrales fonctionnent, on ne se pose plus de questions, mais la problématique, elle est enfouie, mais elle reste la même. Et ça, je crois que c'est très visionnaire. Ah oui. Enfin, je veux dire, je pense que quand je dis que le film est d'une précision, pour le coup, diabolique, c'est de toute façon, il réfléchit, il pense ces questions jusque dans leurs conséquences, et il va le plus loin possible, et il est conscient presque de sa responsabilité de représenter ces choses-là telles qu'il les perçoit, au moment où il les perçoit, et de façon à ne
pas être pris en faute sur cette question-là. Autant dans la fiction, il joue, il jongle entre ce qui se passe entre l'histoire sentimentale, enfin du personnage principal, et avec encore une fois la dimension politico-documentaire, mais il ne se donne aucune liberté pour ce qui est de la description, du contexte politique de son époque. Il est sans pitié, il est d'une précision au scalpel. Et il y a la même ironie avec la scène de psychanalyse, bien évidemment. Bien, il prend peu au sérieux. Oui. Tort. Donc le deuxième point sur lequel je voulais revenir, ce sont les liens avec les quelques cinéastes que vous avez évoqués. Je voudrais en citer un autre, avec lequel le lien me semble encore plus évident, parce que je pense que tout le film, et presque toute l'œuvre de Bresson, est marqué par sa proximité avec Dostoïevski. Et il me semble qu'il y a un autre auteur qui est presque aussi dostoïevskien que lui, c'est Oliveira, le portugais. Oui. Et effectivement, la problématique de la modernité est moins présente chez Oliveira, parce que le Portugal n'a pas le même niveau de développement, mais malgré tout, je pense que quand on a lu certains films de Oliveira, on retrouve cette même question, et le rapport avec la mort, pour revenir sur l'histoire de Dostoïevski et la façon dont il a côtoyé la mort, mais cette présence, on la trouve très bien chez Bresson, mais aussi chez Oliveira. Et alors la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé de films lents, mais ça on l'avait déjà dit lors de la présentation par votre prédécesseur dans ces séances, qui a aussi passé un film de Bresson, c'est que, oui, le film semble lent, et quelle rapidité dans les enchaînements. Ça va au contraire à une vitesse extraordinaire. Bien sûr, mais ça dans tous les films de Bresson, il n'y a aucune lenteur. Tout se passe au montage, c'est une précision, effectivement, il y a une sorte de concision qui est très langue française du XVIIe siècle. J'ai la plus grande admiration pour Oliveira, et il y a des films que j'aime plus ou moins que d'autres, etc., mais c'est un immense cinéaste. Après, oui, il y a Dostoïevski, mais ça, je ne saurais pas bien en parler. En tout cas, sur la concision et le sens de l'ellipse, là aussi, on voit, et on l'a souvent dit, que Bresson non seulement fait confiance à son spectateur, mais exige de son spectateur. Il exige tout simplement une attention, parce que parfois on se demande si on a bien compris ce qu'on a compris, ou s'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé pour qu'on se retrouve à ce moment du récit ou dans telle situation. Et il faut être attentif non seulement à tous les sons, chaque mot qui est prononcé, chaque regard, parce que rien n'est, comme disait Bresson, il adorait le cinéma, il espérait être visité en quelque sorte pendant le tournage, et il disait « je fais confiance à mon intuition ». Enfin, il y a une remarquable aussi préméditation en même temps de ces effets, qui se trouvent au montage. Oui, bien sûr, et comme tous les grands cinéastes de la concision, il fait des films qui sont faits pour être vus plusieurs fois. Oui. C'est au fond la vitesse et la précision du montage font qu'effectivement on a quelquefois la première fois le sentiment de courir après le film, et alors qu'en réalité c'est une première étape, et la seconde, il y en aura d'autres. Et j'ai l'impression, même aujourd'hui, d'avoir revu le film d'une manière encore différente. Et c'est le propre de la vérité, de la profondeur de son écriture et de la façon dont il est noué dans la problématique de ses films. Je ne sais pas qui a le mieux. Allez-y. I want to apologize. I have to ask you this question in English. I know you can speak English fluently. I admire Bresson and your films very much. Archives have seen, because my limitation in the language,
I was paying attention to the form in this film, and I noticed how the characters are always just going through the frames, the door frames, and he also glanced at the TV through the very narrow frames. So is that true? I mean, did you notice, or is my observation right, that he really tries to use this kind of narrow frame to express something? And the second question is quick impression. I came to this film mainly because of the Coldwater I watched several years ago, and I was really impressed. I like it very much. And after seeing this film, I feel like the characters in your film looked quite like the film, the young people in this film. So I wonder, I mean, you have talked about how this film probably influenced you. So in what way has it, impacted your filmmaking, especially in terms of Coldwater? Thank you. Bon, dans la réponse, on va comprendre la question. Ça, la traduction, j'ai pas pris de notes. Non. Vas-y. Oui, sur la question de la forme et effectivement de la présence des passages de porte, circulation, tout, etc. C'est le premier plan du film. Hein. Vous savez pas marcher. Donc lui, il marche bien. Il montre comment il faut marcher. Et il y a beaucoup, effectivement, c'est un film où il y a beaucoup de séquences. Je ne saurais pas analyser la raison et les tenants et les aboutissants. Enfin, il y a en effet beaucoup de dialogue en marchant. Hein, tout à coup, j'ai un trouble parce que j'ai eu un trouble pendant la production. Je ne me rappelais plus qui avait fait la photo. C'est parce que c'est DeSantis. Voilà, c'est ça. Parce que il me semblait tout à coup, c'est Billy ou Fred Guillain Cloquet. Et est-ce que, alors... Sur la question, il me semble dans la question de formelle, il y avait aussi la question ces cadres, et ça va aussi avec la première séquence, c'est-à-dire les cadres de Bresson, où il a, disons, je ne sais pas, la décision ou l'intuition de filmer des moitiés de corps. C'est-à-dire qu'il filme des jambes, ou il filme des pieds, mais il ne filme pas le corps tout entier. C'est-à-dire qu'il isole des moments, il fragmente la réalité qu'il nous représente. Mais je ne sais pas non plus l'analyse. Enfin, disons que y a... J'ai l'impression que Bresson est un cinéaste qui est déterminé par le sens, et que d'une certaine façon qu'il utilise des plans qu'il utilise les outils de la figuration ou les outils de l'abstraction, qu'on voit un bout de corps découpé ou un plan qui n'est pas exactement ce qu'on imaginait qui pourrait être, etc. C'est qu'il y a en général une intention qui est immédiate, très claire, et qui a à voir avec la force de l'idée qu'il veut exprimer à ce moment-là. Bresson n'est pas un esthète, c'est quelqu'un qui a une syntaxe très pure, très claire, très nette, mais ça n'est jamais esthétisant. L'idée est toujours, y compris à travers la fragmentation, le déséquilibre, ou ce qu'on voudra, d'aller au cœur du sens, au cœur de la vérité, à la fois de l'émotion du personnage ou de l'action qu'il est en train de représenter. Et ça, je pense que je pense que d'ailleurs ça répond à votre question, de savoir sous quelle forme Bresson a pu m'influencer. Bresson m'a influencé du point de vue de cette question du sens. C'est-à-dire qu'il y a au cinéma aussi peu de place que possible, en tout cas pour moi, au formalisme. Je ne suis pas attaché au formalisme, c'est quelque chose
qui a pu m'intéresser à d'autres époques, mais disons qu'aujourd'hui, depuis fort longtemps, au cinéma, ce qui m'intéresse, c'est le sens. Et ce sens, il se trouve à travers une singularité de l'écriture, et non pas par la conformité de l'écriture. Aujourd'hui, on formate les scénarios, on formate l'écriture, on formate le style. Et évidemment, moi je crois beaucoup plus à la singularité, parce que c'est que par la singularité qu'on arrive à reproduire la vérité et l'intimité des choses. Comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs de ma génération, j'ai été de ce point de vue-là, marqué, influencé profondément par l'écriture bressonienne. Et oui, c'est vrai, au fond, quand je fais un film comme L'eau froide, il y a quelque chose qui a à voir avec le diable probablement, même si on peut aussi dire que j'ai été impressionné par Mouchette, qui est un film qui est assez présent aussi dans L'eau froide. Donc toujours Bresson. Toujours Bresson. Toujours et encore Bresson. Oui. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire, Bresson, il est très esthète. Parce qu'il y a des plans de toute splendeur. Les corps sont magnifiquement filmés, les visages sont superbes. Pour moi, celui-ci marche plutôt en diptyque avec Les 4 nuits d'un rêveur, où il amplifie, il se concentre sur un couple, Marthe et je ne sais plus qui, là, et après, en passant celui-ci, ça devient chorale, avec tout l'entourage de Charles, et amplifié au monde avec les côtés écologiques, mais il reste quand même aussi axé sur la problématique du désir et de l'amour. Il y a une réflexion sur ça qui est magnifique. Bien sûr. À partir déjà de 4 nuits d'un rêveur, c'était sur ça aussi, sur la labilité du désir, et là, il amplifie ça encore plus avec Charles qui a plusieurs dames, filles autour de lui, et puis les filles qui passent d'un mec à l'autre et tout, et en même temps, il fait un peu le procès de tout ça, de l'après-mai 68, justement sur la libération sexuelle, tout ça, qu'est-ce qu'il en est en fait dans le réel, et je trouve ça absolument magnifique, la vision cette fois-ci de ce film. En plus, je trouve que du point de vue plastique, il répond par exemple à la séquence de Marthe devant le miroir, nue. Là, il y a plutôt le corps masculin de Charles devant le miroir, nu. Donc voilà, il y a pour moi il y a des correspondances en fait entre les deux films. Oui, hélas, je ne saurais pas bien vous répondre parce que ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas vu 4 nuits d'un rêveur. Enfin, apparemment, maintenant, ça a été restauré, ça va être visible de nouveau à la rentrée. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vu. Donc, mais je comprends ce que vous voulez dire parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui a à voir dans les rapports amoureux et dans la présence de la Seine, des quais de la Seine, des bateaux mouches, etc. Il y a des choses en commun, bien sûr. Les petits jeunes gens un peu hippies, là, sur le quai qui chantent et tout. On retrouve ça dans les deux films. Et de ce côté-là, je trouve qu'il capte magnifiquement le contemporain, justement. Au contraire, il ne reste pas dans un seul Paris. Là, le Paris se laisse traverser par le côté hippie de l'époque, quoi. Voilà. Mais sinon, pour ce qui est je fais une distinction entre esthétisme et beauté, si vous voulez. Je pense qu'il y a de la beauté chez Bresson et pas de l'esthétisme. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fond, mais parce que oui, les plans Bresson est constamment à la recherche de la beauté. Elle est constamment présente, mais elle est en profondeur, elle n'est pas en surface. C'est ça que j'essayais de dire, je crois. Oui.
Allez-y, si vous avez le micro, vous pouvez être derrière vous, non? Ah ben le voilà, il arrive. Je voudrais juste dire une chose dont vous n'avez pas parlé, mais qui est peut-être parce qu'elle est trop évidente, c'est que les églises sont vides. Donc là, bien sûr, il était question de l'actualité, mais le monde qui nous est présenté, il est surtout déserté par la grâce. Enfin, c'est cette noirceur. Elle vient de là, elle vient pas des bouts rouges, bien sûr. Mais la noirceur, elle est due à l'absence de Dieu. Enfin, on est quand même assez frappé par les plans très insistants sur le vide sur les chaises vides, de l'Église. Bien Hein. sûr, Enfin, bien c'est sûr. quelque chose qui rend le film relativement intemporel malgré tout. Toujours actuel. Si je puis me permettre, et à contrario, si je puis me permettre, et à contrario, pour l'avoir vu à 19 ans en VHS sur un mauvais écran cathodique, et ne l'avoir vu qu'une fois et en avoir gardé une mémoire vraiment perturbante, la scène de shoot qui est l'héroïne qui est justement pas esthétisée et qui est une des plus vraies que j'ai jamais vues au cinéma. Oui. La fin, c'est le seul moment où il prend la parole. Il fait verbe. Et alors peut-être dans une optique chrétienne, est-ce que c'est son salut dans son suicide? Mais j'étais pas complètement déprimée en voyant ce dernier plan. Mais c'est vrai que le dernier plan, finalement, c'est le junkie qui s'enfuit, qui se met à courir. Et ça m'avait échappé. Mais surtout qu'il lui coupe la parole. Oui, on prend le micro. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas droit à une grande citation sublime avant de mourir, non, t'es pressé, il le tue au milieu d'une phrase. Voilà. C'est ça qui est terrible. Il va lui dire. Mais Non. Là, c'était juste pour que tu prennes le micro. Pas possible. Oui, allez-y. Attendez, allez-y, et après vous. J'aimerais parler du traitement de la solitude dans le cinéma de Bresson. C'est-à-dire, j'ai vu il y a très longtemps, je crois, le journal d'un... Le journal d'un curé de campagne. Et récemment, j'ai revu Pickpocket, donc je vais surtout parler de Pickpocket et du Diable probablement. Il y a quelque chose qui est très proche dans ces deux films, c'est ce traitement d'une solitude complète, mais qui... comment expliquer elle est entourée, c'est-à-dire que là, on voit un personnage qui connaît tout le monde, mais pourtant, on sent la solitude immense qu'il a. C'est-à-dire vraiment, Bresson, il fait quelque chose avec sa caméra, je ne sais pas comment il fait, mais le personnage semble toujours seul. C'est assez impressionnant, parce que même chez Fellini, qui traite aussi beaucoup de la solitude, c'est une solitude plus excentrique chez Fellini. Comment expliquer? C'est-à-dire que la Dolce Vita, on est entre des moments où il y a plein de personnes, où on ne sent pas la solitude, et des moments de solitude, ce qui crée la solitude du film. Là, Bresson, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de personnes, on est toujours seul. Et c'est là où moi je trouve que Bresson est déprimant. C'est pas dans le... Oui, alors, pas dans Pickpocket, parce que dans Pickpocket, il y a une réconciliation à la fin. Quel chemin il a fallu faire vers toi, etc. Et au fond, c'est en ça que Pickpocket est sublime, c'est-à-dire que d'une certaine façon, Pickpocket, c'est le diable probablement qui finit bien. Hein. Je veux dire, mais enfin, en tout cas, la solitude dont vous parlez et qui est intolérable et qui conduit le personnage à sa perte, c'est quelque chose qui est présent dans l'œuvre de Bresson, bien sûr, mais encore une fois, dans Pickpocket, il y a cette souffrance, mais il y a aussi l'amour. Il y a effectivement, il y a la possibilité du salut et il y a la possibilité de la grâce qui, au moment qui par contre, dans le diable probablement, évidemment, est perdue. Qui est là, dans le diable probablement, mais presque
j'allais dire, au deuxième plan au fond de l'art, parce qu'il y a là l'ultime réconciliation et finalement retrouvailles entre Albert et comment s'appelle-t-il, pas Charles, Michel. C'est-à-dire qu'on les voit et la dernière fois qu'on les voit, ils sont dans l'ombre, il y a des voitures qui passent, ils sont à côté d'un arbre et ils s'enlacent, mais ça n'a évidemment pas la même comment dire, portée ou visibilité que le final de Pickpocket, où là, comment dire, l'amour éclate, ou en tout cas, enfin, ils se retrouvent. Mais ça y est, mais de manière presque plus ténue, quoi. Mais la réconciliation de chez Bresson, elle se fait toujours au dépend de quelque chose d'assez triste. C'est-à-dire, là, les deux personnages se réconcilient parce qu'elle a été trahie par le Charles. Et quand même, dans Pickpocket, je rappelle qu'il l'embrasse à travers la cellule des barreaux. C'est pas le grand amour joyeux, quand même. Non, c'est justement, c'est tout à fait. Non, mais personne ne dit ça. Non, mais je trouve qu'il est désespérant. Oui, mais il y a de l'espoir. Il y a l'espoir qu'il sorte, il y a l'espoir qu'il se retrouve. C'est la notion plutôt d'espoir que de joie. Même si... Enfin, je ne formulerai pas comme ça, parce que moi je dirais qu'il y a une lucidité, il y a une manière de dire les choses avec une certaine violence dont il espère qu'elle puisse avoir un effet. Et effectivement, il y a une noirceur, il y a un monde qui est désenchanté, mais c'est justement, il semble considérer en tout cas qu'une partie du rôle de l'art, ça pourrait être justement de montrer ce désenchantement et de le pointer du doigt pour qu'éventuellement il puisse être compris et qu'on se révolte devant lui. Que Bresson disait que son film n'était pas, qu'il n'était pas nihiliste et que son film n'était pas un film nihiliste. Mais non, parce que le nihiliste, c'est le personnage, c'est le gauchiste, qui proclame la destruction. Le nihilisme, cette question du nihilisme, il s'en débarrasse instantanément. Ça dure 20 secondes. Et c'est vrai qu'à la fin, le personnage principal est privé de toute déclaration héroïque parce qu'il est abattu au milieu de sa phrase. Mais pour Bresson, la signification de ce suicide assisté, en quelque sorte, c'est que c'est un acte d'héroïsme. En tout cas, c'est un acte d'alerte. C'est un acte... Oui, voilà. Absolument. T'es pas d'accord avec Bresson? T'as le droit. Prends un micro. Bresson, c'est un catholique, il hait le suicide. Et le prosaïsme de cette mort, tu vois, qui devrait être grandiose et qui est totalement rendu prosaïque par l'interruption de la grande citation, je trouve que c'est une haine du suicide. Oui, ce qui est logique avec son catholicisme. Oui, mais est-ce qu'il a encore la foi à ce moment-là? C'est pas complètement sûr. Il insiste ou pas? Il a avant dans d'autres films. Moi, il y a la foi. Dans cette fin-là, qui aurait dû être qui aurait pu être grandiose, j'ai eu des pensées. Je croyais que j'aurais des pensées sublimes. Tu sais à quoi je pense, et l'autre, voilà, on ne saura jamais à quoi il pense parce que. Oui, mais tu sais bien que le sublime n'aurait pas eu lieu, enfin dans aucun cas il aurait pu avoir lieu le sublime. Oui, mais le suicide aurait pu être sublime, et il n'est pas. Je trouve très prosaïque. Ah oui, non, oui. Très, très sec, très froid, très horrible, enfin... c'est un mec qui s'arrête de parler parce qu'il a pris... Oui, mais en même temps, il a besoin de quelqu'un d'autre que lui-même pour le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il est terrifié, il ne peut pas le faire. Ce qui est terrifiant aussi, c'est que c'est le psychanalyste qui lui donne la recette. Il lui donne la clé. Quand elle dit, et dans le montage, dans le raccord, il y a la fille dans la cabine téléphonique, elle dit il est sauvé. Et nous on comprend, il est perdu. Bah oui. Parce que l'autre lui a donné le mode d'emploi. Le principal dit à quel point il aime la vie. À quel point il dit je veux jouir comme une brute, ou je ne sais plus quelle est la formule exacte qu'il emploie, mais il n'est pas du tout dans le suicide romantique, et il a un attachement viscéral à l'existence, et en même temps il est traversé par une pulsion de mort qui l'emporte. Moi je dirais qu'il y a quelque chose qui ne vient pas pour ce personnage, et on le voit bien dans les corps, la manière dont ils sont représentés, donc fragmentés, ce qui fait qu'on nous laisse voir quelque chose, on voit ce qu'il n'y a pas là, donc on est forcément projeté dans l'imagination. Et ce qui souligne un petit peu ce sentiment de vide, de manque, d'où émane le désir.
quand il dit je veux jouir, il ne peut pas jouir parce que c'est joui, il ne peut plus désirer. Donc il reste dans le manque. Et bon, ça revient à la théorie lacanienne. C'est pour ça, moi, je ne suis pas très d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à la psychanalyse, parce que la psychanalyse, on dit beaucoup sur le désir, sur le sujet, l'être humain, et voilà. Mais pas d'accord avec quoi? Pas d'accord avec quoi? Comment? J'ai pas compris avec quoi vous n'étiez pas d'accord avec Bresson dans la représentation de la psychanalyse par Bresson? La manière de banaliser la psychanalyse, la manière de la représenter, de la figer sous cette image. Ah oui. Voilà. Oui, c'est discutable. C'est discutable. C'est très discutable, mais je pense que c'est parce que la psychanalyse, il l'arrange dans l'ordre. À l'époque. Oui, mais il arrange Bresson dans la catégorie des discours constitués ou institués, ou des appareils idéologiques d'État, pour parler comme à l'époque. En tout cas, il le met au même rang que les autres. Et par ailleurs, à l'époque, on prenait très au sérieux la psychanalyse. Hein. Ouais. Aujourd'hui, hélas, moins, mais il me semble qu'à l'époque, c'était une manière d'ailleurs de parler du cinéma qui était, sinon majoritaire, en tout cas très, 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 très essentielle. Revenez dans 2 semaines, 200 francs. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas quoi. Revenez dans 2 semaines, 200 francs. C'est la réplique. Ah oui. Revenez dans 2 semaines. 200 francs. Je voulais poser une question, un commentaire par rapport à la présence des portes. Comment aussi dans le pickpocket, il y a toujours des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des portes qui restent ouvertes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Quel est votre commentaire par rapport à... En fait, je pense qu'il y a un lien très fort entre le personnage les limites du personnage, qui sont un peu perdues et qui ouvrent des portes, qui laissent des portes ouvertes. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Ça, je sais pas, j'en pense pas grand-chose. Oui, non, je sais pas, c'est Jim Morrison, quoi, c'est les Doors. Quand on demandait à Jim Morrison pourquoi son groupe s'appelait les Doors, il faisait une citation qui disait "There are things known and things unknown, and in the middle there are doors." Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, et entre les deux, il y a des portes. Non, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose... En tout cas, je ne saurais pas répondre sur les portes, mais il me semble qu'il y a des portes nouvelles dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois des portes électriques. Oui, il y a des portes. Oui. Hein, ça aussi, signe de modernité, ou en tout cas de technologie. Avant, les portes chez Bresson, c'est les portes traditionnelles. Puis là, il y a quand même plusieurs plans sur des portes électriques qui se ferment toutes seules, en fait, et qui s'ouvrent toutes seules. Oui, finalement, en écoutant toutes ces discussions, il m'est venu la question à l'esprit du titre, le diable. Il est où le diable? C'est l'absurde du monde. Quel est le message finalement que Bresson essaie de nous passer? Est-ce que c'est justement un message de dire aux gens ne désespérez pas, ne vous laissez pas tenter par le diable, on peut corriger le monde malgré tous ses défauts? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Bresson laisse la question en suspens. Hein. La scène est à la fois admirable et mystérieuse. Mais enfin, j'imagine qu'il veut dire qu'il y a une sorte de principe du mal, et que ce principe du mal guide le monde, et que d'une certaine façon, Dieu existe, mais le diable aussi, et que au fond, aujourd'hui, la société contemporaine, de ce point de vue-là, est déterminée plutôt par le mal que par le bien. Ou peut-être que justement, il ne faut pas céder au mal, il ne faut pas céder au diable, et garder l'espoir. En fait, le personnage principal se trompe en cédant à l'abattement. On peut sans doute le dire comme ça. On peut le lire aussi de façon plus optimiste. Oui, absolument, mais c'est vrai. Peut-être on va s'arrêter là, mais juste pour peut-être vous donner un élément de réponse, ou en tout cas donner partir sur une interrogation. Voilà ce que Bresson déclarait au moment où le film est sorti, donc dans l'Express du 13 juin 1977. Il dit « J'ai 2 fois dans ma vie ressenti sa présence. » Et la présence, c'est la présence du diable.
Donc j'ai 2 fois dans ma vie ressenti sa présence, et c'est tout naturellement que derrière le gâchis qu'on fait de tout, j'ai entreaperçu le diable, et que mon film est devenu ce qu'il est, celui-ci. Voilà. 1000 merci Olivier Assayas. Et on se retrouve à la fois jeudi prochain pour le film de Guy Debord et pour le début, lundi et mercredi, pour le début de la rétrospective des films d'Olivier Assayas. Merci.